Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Si je vous dis Cyril Gane, ou encore Francis Canou, ou Fernand Lopez, à quoi pensez-vous? Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans un univers assez spécial, celui du MMA, le Mixed Martial Arts. J'ai l'honneur de recevoir un faiseur de champions, le coach de MMA, Fernand Lopez. Il est ancien combattant professionnel, cofondateur de la MMA Factory, la célèbre salle de sport de combat parisienne créée en 2012. Et depuis 2019, il est devenu le directeur sportif de l'ARES Fighting Championship, une nouvelle ligue de MMA afropéenne. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait un coach de MMA dans un podcast littéraire? Mais figurez-vous que Fernand Lopez a sorti un livre intitulé Training Camp dans les secrets du combat des titans, livre coécrit avec Geoffrey Le Guichet. Training Camp dans les secrets du combat des titans, c'est le journal de 120 jours avant le fameux combat de l'UFC du 22 janvier 2022 entre Cyril Gane et Francis Canou. Allons à la découverte de son auteur, Fernand Lopez. Bonjour Fernand. Bonjour. Waouh, quelle introduction, c'est beau ça. C'est bien dit. Merci. C'est un honneur vraiment de vous avoir dans ce podcast. J'ai tellement rêvé de ce moment que finalement, je ne sais même pas si je vais bien conduire l'échange, mais on va essayer et j'espère qu'on va y arriver. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va y arriver, c'est un plaisir. Je suis très honoré d'être invité sur ce podcast. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de connaître qui est Fernand Lopez, hein, l'homme qui est derrière ce charisme, cette force que vous dégagez. Hein. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas, ce calme impérial que vous dégagez. Je voudrais savoir qui se cache derrière cet homme-là. Alors, dans le livre hein, que vous avez écrit, vous parlez un tout petit peu de votre enfance et j'étais surprise de voir que vous avez eu une enfance au départ plutôt calme. Vous étiez quelqu'un de timide. C'est ça à la base. À la base, Oui. plutôt quelqu'un de... Je le suis toujours. Hein. En apparence, ça ne se voit pas que je suis timide, mais je le suis toujours. J'y ai lutté. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais très longtemps. Je me rappelle, encore tout petit, c'était pour moi un cauchemar d'être interrogé à l'école, pas parce que je n'avais pas la réponse à la question du professeur, mais parce que l'attention allait se tourner vers moi pendant un instant. On vous pose la question, quelle que soit la question qu'on vous pose. Du coup, il y a les autres élèves qui vous regardent et qui attendent une réponse de votre part et voir comment vous répondez. Et ça, c'était pour moi le pire des cauchemars. Et puis, avec le temps, ça passe et puis on arrive à prendre la parole devant des personnes. Mais oui, à la base, c'était ça je suis plutôt dans une fratrie, je suis né dans une fratrie de 8 frères et sœurs et je pense que je suis le plus timide de tous, le plus calme de tous en tout cas. Ben, il faut dire que la vie vous a réservé bien des surprises puisque aujourd'hui vous êtes au devant de la scène un peu malgré vous, hein, on peut dire ça comme ça. Vous êtes obligé parfois de prendre la parole malgré votre timidité. Et dans le livre, vous dites que vous avez commencé un tout petit peu les bagarres parce que vous étiez quelqu'un qui aimait défendre la justice. Vous aviez un sentiment de justice et vous pensiez que vous devez toujours être là pour protéger et défendre les autres. Mais d'où il venait ce sentiment-là? Il y a des choses comme ça qui ne sont pas
qui n'ont pas d'origine, ce sont vos valeurs. Vous avez des choses que vous défendez, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui vont avoir cette envie je sais pas, de défendre la joie, de défendre la bonne humeur, de défendre le fait qu'on soit carpe diem, qu'on puisse vivre tout de suite. Chacun a ses valeurs, des choses qui lui tiennent à cœur. Les mots qui ont souvent été autour de moi depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent autour de la justice, autour de la loyauté, autour du travail. C'est souvent autour de ça que ça tourne. J'aime beaucoup le cinéma. Je suis très ému quand je vais au cinéma. Je regarde un film avec beaucoup d'attention et de naïveté, comme si le film était la réalité. En gros, c'est le seul moment d'évasion que j'ai complètement où je fais un lâcher-prise. Et donc, quand je regarde un film, s'il y a du drame, je vais m'imaginer dans la situation et j'ai deux filles qui, si vous discutez avec, elles vont vous dire de manière très facile, elles vont m'afficher en disant, mais papa, de toute façon, lui, il pleure tout le temps quand on va au C'est la cinéma. question que j'allais poser justement. Est-ce que vous faites partie des spectateurs qui pleurent au cinéma? C'est ça. C'est que je pleure, que ce soit à la maison, que ce soit au cinéma, que ce soit sur Netflix et tout, même pour des dessins animés. Quand il y a des situations d'injustice, ça me touche. Quand il y a des situations de soutien, de solidarité, d'aide, de loyauté, ça me touche. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Il se trouve que j'étais quelqu'un de brimé dans un premier temps. Ensuite, je découvre que physiquement, avec les sports de combat, je suis sur la préadolescence et je commence à prendre de la masse musculaire. Je me sens puissant, je me sens fort. Et donc, du coup, je sais me défendre. Et comme je sais me défendre, je prends plaisir à vouloir défendre ceux qui sont opprimés, ceux qui sont... Mhm. Ouais, et donc, mais au final, ça devient, comment dire, au final, ça a viré en quelque chose de plutôt malsain dans le sens où, pour pouvoir imposer ta volonté à des personnes qui sont des brimeurs, tu dois les brimer finalement. Et donc, tu Oui, deviens un brimeur au final. Et donc, oui. ça devient vicieux finalement. Au début, tu le faisais pour des bonnes raisons, mais tu deviens comme ces personnes-là. Mhm. Certes, tu ne brimes pas des personnes faibles, mais tu brimes quand même des personnes, même si elles sont solides, même si elles sont beaucoup plus costauds, tu les brimes quand même. Et donc, ça, c'est une partie de ma vie sombre avec, que je raconte un peu avec beaucoup de honte parce que je suis inconfortable avec ça. Oui, mais ça a été une période où vous étiez un peu à un carrefour et il a fallu de peu pour que vous preniez le mauvais chemin. Mais il y a eu un événement qui a été déterminant et qui a fait que vous preniez la décision d'utiliser cette force dans le combat pour quelque chose de beaucoup plus positif, de le faire de manière professionnelle. Ça a été un échange avec votre père. C'est ça, c'est Mhm. vrai. C'est vrai que à la suite d'une rixe qui se commence entre deux personnes, moi et un autre jeune assez costaud, Joe, il s'appelait, ça va dégénérer. Des personnes de son quartier vont se mêler à ça. Moi, j'ai un groupe d'amis, on n'est pas nombreux, on est trois sur le site de la bataille. Il y a des dizaines de personnes de l'autre côté face à nous qui sont armés de couteaux, de machettes, et ça se passe mal. Ça se Mhm. passe mal. Il y a des blessures, même lors de la bagarre. Ça se passe au quartier Biémassi à Yaoundé. Et, euh, et il y a des graves blessures. Genre, Mhm. je suis blessé gravement, j'essaye beaucoup. J'ai la vie sauve parce que je force le passage pour entrer dans un domicile où je savais qu'il y avait un officier de police qui vivait. Et donc, du coup, j'ai la vie sauve parce que ce monsieur-là intervient, Mhm. appelle la police, stoppe la bagarre et que je suis transféré à l'hôpital. J'essaye beaucoup et donc mon papa a averti, on vient me récupérer. Et là, mon papa en larmes, parce que déjà, faut le dire, c'est que il est complètement à l'opposé de ça. Lui, il a l'impression qu'il vit
qu'il a un fils schizophrène. Très bonne éducation, très bonne valeur, pacifiste de première heure, gentleman comme jamais, un monsieur très éduqué, avec des rangs ministériels. Et Mhm. donc, du coup, lui, enfin, il comprend pas cette Oui, position. parce que vous ne remplissez pas les cases dont on pense que des enfants qui ont ce genre de problème peuvent remplir, en fait. Donc, c'est vous ne ça, venez pas d'un quartier difficile ou vous n'êtes pas maltraité en tant c'est qu'enfant, ça, vous n'êtes pas battu. Donc, c'est c'est un ça. peu en décalage avec les croyances qu'on a. Absolument. Mhm. Je suis né d'une famille où il y a beaucoup d'amour. Enfin, je me suis senti aimé comme pas beaucoup de personnes l'ont senti dans ma famille. Bon, mon papa est décédé aujourd'hui, mais ma mère, elle est là et jusqu'aujourd'hui, enfin, je sens trop d'amour autour de moi. Elle m'appelle tous les jours pour me dire qu'elle m'aime. Enfin, on s'envoie des cœurs, enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'amour. Mes sœurs m'ont toujours couvert d'amour. Enfin, et donc, il n'y avait pas de raison que ça tourne mal. Il n'y avait pas de raison que je me retrouve dans cette situation. Surtout que je ne le montrais pas auprès auprès de mes parents. C'est que, comme je dis encore, c'était une double vie carrément. Et que quand mon papa arrive à l'hôpital, il ne croit pas. Il me dit c'est impossible. Il dit je connais mon fils, il est très bien éduqué. Enfin, enfin, je vois un étranger, quelqu'un que je connais pas, je le vois jusqu'aujourd'hui, je vous vois des gens. Enfin, j'ai du mal à tutoyer parce que l'éducation était assez stricte dessus. Et donc du coup voilà, j'ai cette double vie où à l'extérieur je suis une vraie terreur. Et à l'intérieur, je suis très doux, très obéissant, très posé Mhm. à la maison. Mhm. C'est juste que je suis tombé en amour avec la bagarre, avec la Oui, confrontation physique. Ça oui. devient vraiment une histoire d'amour. C'est vraiment une espèce d'adrénaline qui arrive quand il y a une opposition, quand il y a un moment où cette tension monte, où on décèle les signes avant-coureur de l'engagement de la bagarre, il y a le corps qui va sécréter des hormones, des endorphines, de la noradrénaline qui va exciter durablement le corps. Et j'étais accro à ça, c'est que je le sentais, je lisais, j'étais doué de la bagarre, je lisais les signes avant-coureurs chez ceux avec lesquels j'aurais eu des interactions, je le voyais que le timbre de la voix changeait, que les palpitations, je les voyais avoir des attitudes qui ne contrôlaient plus et je savais que là, on est en une phase imminente. Il y a un coup qui va partir. Et ça m'excitait en fait, Mhm. d'avoir cette lecture très technique de ce que c'est que la bagarre. Et bon, du coup, ça devenait, oui, vicieux, ça devenait compliqué. Oui. Justement, c'est quelque chose qui vous caractérise dans votre profession de coach, la technicité et la connaissance du corps. Ça, je l'ai remarqué dans le livre, hein. C'était impressionnant la manière dont vous interprétez des combats, les réactions de l'adversaire ou bien même de votre poulain. Je ne m'y connais pas du tout en sport de combat. Donc, pour moi, je découvrais des choses, je me disais, waouh, je n'aurais pas imaginé que c'était je savais que c'était technique parce qu'on ne se lève pas un matin pour atteindre ce niveau-là. Mais la finesse qu'il y a derrière, c'était même intellectuel d'abord, hein, un combat. On reviendra dessus. Mais ce que j'aimerais savoir par rapport à cette période-là de votre enfance, euh, qu'est-ce qui vous donnait tant de rage? Moi, j'ai senti de la rage quand je lisais cette période. Vous étiez en colère contre qui? Honnêtement, non. Je ne sais pas. J'avais juste, je pense sérieusement que c'était juste un plaisir. Mhm. Vraiment, il y a eu ce moment où je suis jeune, brimé, et puis il y a eu le moment où je découvre que je peux régler les problèmes et que je peux imposer ma volonté. Et je prends du plaisir à relever les défis. Et les défis ne manquent pas quand vous vous présentez comme le gendarme du monde. Parce qu'en gros,
vous êtes au lycée et puis il y a toujours des personnes qui sont brimées et qui vont venir vous voir. Salut Lopez. Moi au lycée on m'appelle Lopez et pourtant mon nom de famille c'est Onyebe Lundu. Mais comme mon prénom c'est Lopez et que ça faisait exotique au lycée, du coup au lycée on m'appelait Lopez. Et donc du coup Lopez, j'ai un souci. Il y a tel grand qui m'a pris ma casquette. Il y a tel grand qui m'empêche d'aller jouer au foot avec les autres. À chaque fois, il me fout des raclées. Est-ce que tu peux m'aider? Enfin, ça devenait vraiment, j'étais l'endroit où on venait se plaindre et je prenais le plaisir à jouer le shérif. Sauf que de toutes les manières, quand vous jouez le shérif, il y a toujours une force d'opposition. Vous l'avez vu, ces histoires dans les films de héros où il y a toujours une force d'opposition, où quand il y a un héros, il y a une force maléfique qui se lève quelque part pour se mettre en opposition. Et donc, du coup, L'anti-héros, oui. voilà, il y a toujours ces gens-là qui viennent et qui disent, OK, donc, en gros, toi, tu es le mec qui règle des problèmes. Bon, OK, tu sais quoi, on va te régler ton problème. Et du coup, ça n'arrête pas, quoi. Les enchères montent, les enchères montent. Et non, j'étais chez moi, dans le cadre familial, j'étais très en paix avec moi-même. Vraiment, je le ressens encore aujourd'hui quand j'ai des discussions avec mes frères. Je discutais récemment avec Alban, un de mes petits frères, Lionel. Enfin, je discute avec eux, ils ont toujours la même, enfin, les images qu'ils ont de moi, c'est ce grand frère bienveillant, toujours posé, toujours calme, hein, qui était le gentil garçon, celui qui ne s'est jamais fait un tatouage sur le corps, alors que j'ai des frères qui sont tatoués, celui qui n'a jamais, celui sur lequel on prend toujours les bons exemples, à dire pourquoi vous ne faites pas comme lui? Lui, j'ai toujours été plutôt posé, en paix avec moi-même, très patient, très observateur. Mais il y avait juste euh, cette adrénaline que j'ai goûtée et qui devient finalement une drogue où tu sais qu'il y a un moment donné, il y aura une opposition physique et tu sais que tu comprends le corps humain, que tu sais anticiper les choses et que tu es quasiment sûr que tu vas gagner chaque bataille parce que tu adores ça et que tu sais que stratégiquement, tu sais comment ça va se passer. Oui. Alors, le livre, vous l'écrivez, vous commencez le livre avant l'écriture du livre, avant le fameux combat hein, entre Cyril Gann et Francis Ganou. Euh, c'est un livre qui est écrit sous la forme d'un game plan. J'ai découvert ce mot et le game plan, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un game plan? Le game plan, c'est la feuille de route qu'on va utiliser pour gagner un combat. Mhm. En fonction des sports, le game plan et la tactique va avoir une importance ou pas. En MMA, le fait que le MMA soit un sport assez ouvert, avec beaucoup de possibilités de gagner, on peut gagner le karaté en mettant un coup de pied à la tête. On peut gagner en boxe anglaise en mettant un coup de poing au visage ou au corps. On peut gagner le judo ou la lutte en mettant une projection et un contrôle au sol. On peut gagner le jiu-jitsu brésilien en mettant une clé de bras ou une strangulation, une clé d'articulation qui va obliger l'adversaire à abandonner. Toutes ces manières de gagner existent en MMA. Du coup, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités qu'il y a en MMA. Ça rend du coup le jeu du MMA quelque chose de très technico-tactique finalement. Et du coup, sur les facteurs de performance du MMA, le facteur prépondérant est ce qu'on appelle le fight IQ, le quotient intellectuel du combattant. Et donc, pour pouvoir gagner le combat, on va le préparer comme une stratégie de guerre Mhm. avec un plan A, avec un plan B, avec des solutions. Et pour faire ça, on va analyser les vidéos de l'adversaire. Déjà, on va réanalyser les vidéos de notre élève à nous-mêmes. Mhm. Si je reprends le cas de Francis Ngannou et Cyril Gann, j'ai fait une analyse des vidéos de Cyril Gann sur ces 10 derniers combats. Je dois Je, préciser que cette partie-là dans le livre est
Alors, c'est comme si je regardais un film. Et là, on voit votre affinité pour le film parce que on plonge dans les moments, hein, où vous êtes en train de regarder les vidéos des combats, hein, et la description, c'est-à-dire que la façon dont vous regardez, elle est assez extraordinaire. Nous, qui regardons comme ça, on se dit, bon, voilà, il a donné un bon coup et c'est bon, quoi. Non, vous voyez. euh, Comme vous avez expliqué ce que vous observiez quand vous étiez jeune, l'adversaire, Mhm. les battements du cœur, la respiration, tous ces petits détails qui font, en fin de compte, la différence, hein. Et Absolument. surtout, ce que j'ai adoré, c'est sur le plan intellectuel, comment vous approchez un tel projet. C'est-à-dire que c'est comme si le combat ne sera pas physique, c'est comme si le combat sera un débat d'idées. Hein? C'est à qui aura le mental et qui saura où est-ce que l'adversaire a flanchi sur tel mot. Moi c'est la représentation que j'avais, je ne sais pas pourquoi, hein, que j'avais quand je lisais cette préparation-là. Bah, ça me plaît beaucoup que vous ayez eu cette vision-là parce que c'est ce que j'essaie d'apporter. La particularité de mon académie, MMA Factory, c'est une académie qui intellectualise le combat. C'est que dans l'idée du MMA Factory, on a compris que le facteur de performance enfin, le prépondérant, c'était ce quotient intellectuel du combat dont je parle. Et cette analyse fine de la chose, à très haut niveau, à force égale, à puissance égale, à connaissance égale, ce qui va faire la différence, ce sont ces petits détails. Mhm. Francine Gano est un monstre. Physiquement, c'est ce qui se fait euh, de plus puissant. C'est que on va dire, sur les sports de combat, c'est l'homme le plus fort, 1 milliard sur les 7 milliards qui existent sur la planète. Alors que concrètement, on a ce qui se fait de plus puissant physiquement. Mhm. Et on a un autre gars qui s'appelle Cyril Gann, qui est très fort, qui est très physique et qui va devoir affronter ce gars-là. Comment faire pour le battre alors que ce gars est un monstre physique C'est et qui ça. peut annihiler tout ce que vous avez comme connaissance. Donc, je suis fasciné par le corps humain. Je suis fasciné par l'expertise de manière générale. Vous êtes une experte sur la communication et sur le podcast. J'aime écouter ce que vous racontez. J'écoute ce qui se passe et je suis fasciné par ça. Je Merci. croise un expert en mécanique. J'ai envie de savoir comment il construit son moteur et l'expertise sur le sport de manière générale, l'anatomie, la physionomie, la La physiologie du nutrition, corps, oui, la nutrition, la biomécanique du corps, tous ces détails-là me fascinent. Et c'est avec ça qu'on va construire une histoire et on va construire une guerre pour aller gagner un combat. Y compris le côté psychologique de la chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certes, en MMA, il n'est pas très important d'être très concentré parce que la notion de concentration n'est pas la même comme quand on fait les Jeux Olympiques pour le tir à l'arc ou la carabine parce que là, j'ai besoin d'une concentration extrême. Mais en MMA, on a quand même besoin de la combativité, de l'endurance, de la dureté au mal, de la ténacité. Ce sont des notions psychologiques qui rentrent en compte. Et donc, on a besoin de les développer chez notre élève pour pouvoir aller combattre. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que le game plan, c'est une feuille, un PDF que je fais pour mes élèves après une analyse de leur combat pour remémorer toutes leurs forces et leurs faiblesses. Ensuite, je fais une analyse très approfondie des dernières 10 vidéos de mon adversaire, de l'adversaire de mon élève, et je vais sortir les points forts, les points faibles, les opportunités, et tout ce qui va avec. Et je vais, à la suite de ça, mettre euh, une stratégie c'est ce que et j'allais bien dire, une stratégie de guerre d'ailleurs, parce que une vous, stratégie vous de n'êtes guerre. pas tout seul, vous êtes la tête pensante, vous êtes celui qui fait le concept de la stratégie. Mais j'ai découvert qu'il y a toute une machine derrière, C'est ça. c'est-à-dire que les entraînements, c'est vraiment... il y a un spécialiste pour chaque domaine. Il y a même un hypnotiseur. Ça, c'était quelque chose, j'ai dit, waouh, OK, C'est ça. c'est C'est vraiment une ça. armée, hein.
C'est ça, c'est une vraie armée. C'est ce qu'on appelle un staff. Mhm. Les équipes professionnelles comme le MMA Factory ont un staff. Dès qu'on annonce le combat, je vais créer un groupe WhatsApp parce que c'est la communication la plus rapide. Je la veux rapide. Si je mets par email, c'est très formel, c'est long, le temps qu'on ouvre l'email. Je mets sur WhatsApp, j'ai un groupe. Dans le groupe, j'ai le préparateur physique, le préparateur mental, le staff médical avec un kiné, un ostéo, un chiropracteur, un médecin. J'ai même les gens des médias. J'ai le committee manager qui gère les réseaux sociaux. Vous me demanderez pourquoi, mais parce que quand il est dans le groupe, quand j'annonce à mon élève, on s'entraîne demain, l'entraînement de demain, 10 heures, est repoussé à 11 heures, tout le staff est au courant. Du coup, je n'ai pas besoin de faire d'autres communiqués. Tout à Tous se fait. présentent au même moment. Et donc, celui du committee manager, il sait qu'il va venir faire des captations d'images parce qu'on va documentariser et qu'on va expliquer un jour. Celui qui s'occupe de Cyril pour le media training, parce qu'on va l'entraîner À à s'exprimer. s'exprimer, à Mhm. parler anglais, bah, il va décaler son planning d'une heure parce qu'il sait qu'on a eu un retard. Tout le monde est au courant. Le kiné, l'ostéo vont arriver un peu plus tard parce qu'ils savent qu'après l'entraînement, ils doivent récupérer le combattant pour lui faire des soins de récupération, pour optimiser la récupération. Le préparateur mental va modifier son planning. Le préparateur mental va s'adapter à la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Tu vas affronter quelqu'un de très fort mentalement, que j'ai formé, que je connais. Justement. Il est Justement. très, très fort. Mhm. Il a mangé les cailloux quand il était petit. C'est pas, il a mangé le macabo, comme on dit chez nous. C'est, Une forme d'astérisque, quoi. voilà, c'est pas le lait que vous buvez. Il a mangé le macabo. Il est très solide. Donc, c'est pas pareil. Et Oui. donc, le préparateur mental a pour mission de préparer Cyril à visualiser ça, à visualiser un dîner en enfer avec un monstre. Mhm. Le préparateur physique va adapter la stratégie en disant il faut que tu ailles chercher un peu plus d'endurance physique parce que physiquement, il va affronter quelque chose de plus compliqué. Et donc, c'est toute une armée, c'est un staff avec lequel on va en guerre et avec lequel on va tout préparer. Et on va faire ça comme un orchestre qui bat la musique et qui va être en symphonie. Mhm. Alors, comme vous l'avez dit, hein, vous avez été entraîneur de Francis Canou aussi. Donc, vous avez deux géants, hein, Cyril Gad et Francis Ganou, l'un a été votre élève et l'un est votre élève. Moi, je me posais la question de savoir comment on se sent à l'intérieur quand on a deux champions face à face. Et on sait que on a commencé avec eux à la base, mais on doit être quand même fier quand on voit ça, de ce travail abattu, parce que c'est pas facile d'y arriver. C'est pas n'importe qui y arrive. C'est vrai, c'est vrai. J'en suis fier. Faut pas faire la fine bouche à ça. C'est beaucoup de travail. C'est difficile. C'est pas facile. Mais je m'estime aussi chanceux. Je m'estime chanceux d'avoir croisé le chemin de ces personnes extraordinaires. J'ai eu toujours cette chance-là. Avant d'avoir Francine Ganou comme élève, j'ai eu Taylor Lapillus, j'ai eu Michael Lebou, à un moment donné où le MMA en France était interdit et qu'on n'avait même pas le droit de faire du MMA, Mhm. moi, j'avais déjà deux élèves à l'UFC, dans la plus grosse organisation au monde. C'est une grosse performance. Et ensuite, Oui. j'ai eu la chance de rencontrer Francine Ganou qui était dans une situation assez précaire en France, comme je fais à l'accoutumée. Je l'ai pris sous mon aile dans le programme Fiche Zéro. C'est une fiche réservée à des personnes qui sont dans une situation précaire. La plupart viennent un peu du tiers-monde, du Daghestan aussi, du côté de l'Est du monde, du côté de l'Asie même des fois. Et donc, je l'ai pris sous mon aile et pour le former gratuitement, pour l'amener à un certain objectif. Donc, du coup, j'ai pris le plaisir de le guider sur ses premiers pas, puisque dans un premier temps, lui, il visait quelque chose qui était assez spécifique, qui était la boxe anglaise. Il ne Mhm. savait pas Vous c'était quoi l'expliquez très l'OMMA. bien dans le livre, d'ailleurs. Donc, tout ce Et donc, parcours avec lui, vous l'expliquez très bien dans le livre. je suis fier d'avoir euh, à mon petit niveau, lui avoir fait une orientation. Une Mhm. orientation, c'est une rencontre d'hommes. C'est de dire, aujourd'hui, même s'il est dans une autre équipe,
il s'occupe des gens, il aide des Oui. gens, il aide sa famille, il a sorti sa famille de la misère, il a une fondation, il aide des enfants à bâtir. Je suis fier de lui, je suis content euh, qu'il puisse gagner bien sa vie. Il est passé de bâtir de Douala à Douala, à la misère de la France, ensuite sorti de là pour finir à Las Vegas comme l'une des plus grandes stars. Et donc, cette participation me fait plaisir de savoir que je l'ai connu quand il ne savait pas faire du MMA du tout. Son premier coup de MMA, c'était dans ma salle de sport. Et en même temps, j'ai connu Cyril Gane de la même manière. Son premier coup de MMA, c'était à ma salle de sport. Avoir ces deux jeunes qui arrivent au sommet sur le plus gros combat de sport, le Extraordinaire. combat des poids lourds, je ne peux pas dire que ça ne me fait pas un effet. C'est extraordinaire. Ça Bravo. me, ça me fait plaisir. Je représente mon pays, le Cameroun, et Francine Ganou représente le pays du Cameroun en apportant ce côté athlétique de la chose. Il donne le rêve, il donne l'espoir à ces jeunes Camerounais, de la même manière que je donne le rêve aussi et l'espoir à des jeunes Camerounais qui auront peut-être un jour l'envie de devenir entraîneur, Tout à entraîneur de fait. quelque chose, peut-être de tennis, peut-être de karaté, peut-être de football, mais c'est cette envie de transmettre. Et donc, savoir que à nous trois, on a certes Cyril qui représente la France et défend les couleurs de la France, moi qui représente les couleurs du Cameroun, défend les couleurs du Cameroun et même de l'école française aussi, Francis qui représente les couleurs du Cameroun, je trouve que à nous trois, on a fait quelque chose d'extraordinaire et qu'on est Oui. arrivé à quelque chose de bien et c'est et comme on dit chez nous, c'est le 237 qui gagne. Qui gagne. Je le confirme, hein, parce que avant que je ne découvre ces deux sportifs, les sports de combat, c'était pas trop mon affaire, hein. Maintenant, croyez-moi, je suis. Je ne suis pas encore l'experte, mais je commence un peu à comprendre certaines choses. Je sais, je le sais, je le vois sur ma ligue Ares. Euh, J'organise tous les mois avec mon équipe euh, sur Paris un événement de MMA de très bonne qualité et on reçoit des personnalités sur cet événement et de plus en plus d'Africains qui ont découvert au hasard l'OMMA et qui me disent la même chose. Je parlais avec Fally Ipupa récemment, je parlais avec d'autres musiciens africains et qui sont archi passionnés maintenant de MMA et qui ne connaissaient pas et qui Oui. aujourd'hui sont accros à ça parce que ça devient quelque chose d'intéressant. Absolument. Et ces deux champions, Cyril et Francis, ils ont commencé au milieu de la vingtaine. Moi, j'étais surprise, hein, parce que je me disais, bon, un sport est arrivé à ce niveau, il faut commencer à 14, 15 ans, ou je ne sais pas, sinon même un peu plus jeune. Et j'étais très surprise. Ils étaient déjà des adultes, hein, quand ils ont commencé. Absolument. Mm. Ils ont commencé, pour Francis, il a commencé en 27 ans et pour Cyril, il a commencé à 28, 29 même, je crois. Et c'est ça qui rend encore la performance beaucoup plus importante de ce qu'ils ont fait. C'est ça Mhm, qui les rend spéciaux mhm. parce que de manière générale, on s'apprend une dizaine d'années pour devenir un champion. Absolument. De manière générale en moyenne. Et Francis Ngannou, ma société Management Factory a signé Francis Ngannou à l'UFCC quand il n'avait que 6 combats et il avait à peine fait 2 ans de MMA. C'est très court, hein, pour atteindre, pour C'est ça. rejoindre l'UFC, oui. C'est ça. Et Mhm. Cyril Gane a signé à l'UFC quand il n'avait que 2 combats et il avait à peine fait une année de MMA. Wow. C'est Et extraordinaire. Francis est devenu champion du monde 3 ans plus tard. Et Cyril est devenu champion du monde intérimaire 2 ans plus tard. Extraordinaire. C'est quasiment jamais vu sur la planète. Mhm. Donc c'est pour ça que je vous Extraordinaire. dis, encore une fois de plus, je me sens béni d'avoir croisé le chemin des personnes aussi talentueuses. Je ne dis pas que c'est juste de la chance et que c'est du hasard. Du Je pense que travail. pense qu'il y a du travail, mais quand même, c'est aujourd'hui, j'ai Nassoudine Imavov qui est classé 10e mondial et qui, d'ici la fin d'année, va devenir champion du monde. Il vient d'un autre côté du monde, dans une autre catégorie de poids moyens.
Il y a Taylor Lapillus qui a un potentiel de devenir champion du monde dans mon écurie. Il y a Abdulagimov qui, voilà, j'ai cette chance-là d'attirer autour de moi des personnes avec des compétences avec une bonne base, des bonnes qualités physiques premières. Et puis après, il faut savoir mettre en place un environnement où ils peuvent éclore et où on peut leur faire croire qu'ils vont y arriver. Mhm. Faut avoir les moyens intellectuels de pouvoir expliquer aux jeunes qui vont le faire, qui vont devenir champions du monde. J'ai vu que vous tenez beaucoup aussi à la formation, à l'apprentissage en permanence, hein. Donc vous-même, malgré le niveau que vous avez déjà atteint, vous vous formez toujours. Et à ma grande surprise, avec joie, j'ai découvert que là, vous préparez un Master 2, en tout cas au moment où vous écriviez le livre. Est-ce que vous C'est pouvez ça. nous dire quelques mots sur le contenu de ce master que vous êtes en train de préparer? Peut-être que vous avez déjà terminé, je ne sais pas. Non, il est encore en cours. Mhm, Je passe un, un master 2 sur l'ingénierie de formation et la big data. En gros, comment utiliser la big data sur la formation, sur le sport, l'ingénierie du sport de manière générale, de comprendre au maximum le sport, la biomécanique, l'anatomie, de manière la plus approfondie, mais surtout de comprendre comment utiliser les data, quels outils avoir, qu'est-ce que la technologie a fait aujourd'hui pour la data et mhm. comment utiliser ça. Je suis tombé en amour, comme disent les Canadiens, de l'apprentissage également. Alors que les études, l'école, quand j'étais plus jeune, c'était pas ça. C'était pas, je le faisais pour mes parents. Et puis, quand j'ai découvert les études pour le sport et qu'on parlait exclusivement de l'anatomie, de la physiologie, de la biomécanique, de la diététique sportive, du corps humain, de l'aspect psychologique, de l'aspect psychosocial de la société, bah là, je suis fasciné. Je suis actuellement à l'université de Nancy, en train de terminer ce Master 2. Mhm. Et comment vous voyez l'avenir du MMA? Déjà, je sais que vous avez aussi comment, des échanges avec le Cameroun. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du MMA en Afrique en général et aussi en France? Parce que comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas longtemps, c'était interdit, hein. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce sport? L'avenir de ce sport est brillant avec de gros potentiels pour tout le monde, pour les jeunes qui ont envie de faire du sport. Il y a beaucoup d'opportunités. Pour les jeunes qui décident de faire un double métier, de faire le sport, mais aussi d'apprendre les métiers autour du sport. Beaucoup de métiers que Mhm. vous avez pu découvrir dans le livre Training Camp des éditions Amphora, où on parle des métiers de préparateur physique, de préparateur mental, de kiné, d'ostéo, tous ces métiers du sport de manière générale, d'entraîneurs, des niveaux différents d'entraîneurs. Et donc, ça donne des opportunités aux jeunes. Aujourd'hui, l'Afrique est en passe de devenir l'un des continents les plus puissants du sport de combat et du MMA de manière générale. Alors, on le sait qu'on a un ADN très puissant. On sait aujourd'hui que, alors que le MMA n'est pas développé en Afrique, en tout cas pas hors de l'Afrique du Sud, on le sait aujourd'hui que l'Afrique a trois champions. Francis Ngannou et les deux Nigérians, Israël Adesanya et Ousmane Kamaro. Alors, même si ces personnes n'ont pas appris à faire l'OMMA en Afrique, toujours est-il qu'elles ont grandi à un moment donné en Afrique. Ce que j'entends par là, ça veut dire que il y a une corrélation entre les trois personnes. Il y a un dénominateur commun. Ce n'est pas un hasard. Il est possible que si on avait pris la pédagogie de la Nouvelle-Zélande ou a appris l'OMMA Israël Adesanya, la pédagogie des États-Unis ou a appris l'OMMA Ousmane Kamaro et la pédagogie de la France ou a appris l'OMMA Francis Ngannou et qu'on l'a ramené en Afrique, il est possible que très rapidement, on puisse avoir beaucoup plus de champions de ce genre, puisque Mhm. des personnes au physique de Francis Ngannou au Cameroun, où j'ai grandi, j'en ai connu une Il y tonne. en a, il y en a, oui. Il n'y a que ça. Mhm.
Maintenant, ce qui va manquer, ce n'est même pas de l'intelligence parce qu'on a un pays où il y a tellement de gens cultivés et intelligents. Le niveau scolaire au Cameroun est monstrueux. Le niveau d'études est monstrueux. Mais l'enseignement du MMA est très spécifique. Mhm. C'est un métier très spécifique. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ai l'occasion de développer l'enseignement du MMA au Cameroun, je donne, je donne ma petite pierre pour qu'on la mette dans l'édifice de la construction. Oui, Quand j'ai l'occasion de faire un stage au Cameroun, j'y vais volontiers faire un stage. J'offre un stage gratuitement à mes petits frères. Quand j'ai l'occasion, à chaque fois qu'il y a une formation de FMC, FMC, c'est Fight Management College, c'est mon école de formation. Dans cette école de formation, on forme des diplômés, oui, on forme des entraîneurs, on forme des préparateurs physiques, on forme des managers. En ce moment, en France, il y a un diplôme, un seul diplôme qui est celui qui donne le droit d'enseigner contre rémunération l'OMMA. Ce diplôme s'appelle CCMMA, pour CC pour certificat complémentaire du MMA. Et aujourd'hui, Fight Management College est la seule école en France qui propose ces diplômes. mhm. Et quand je fais cette formation, je la mets en virtuel et je donne le pass virtuel à tous les entraîneurs proposés par la fédération, enfin la Commission nationale de MMA au Cameroun. Oui, Donc, voilà un peu ma manière de participer à ce qui se passe au Cameroun. Quand ils ont des événements et que je peux envoyer du matériel, je le fais. Mais voilà, ils ont plus besoin, en dehors, au-delà du matériel, ils ont plus besoin de cette connaissance spécifique. OK? Entendons-nous bien. Je pense que ce qui ont fait, moi j'ai fait le Cameroun à l'époque où l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et du sport à Yaoundé, était très brillant. mhm. Donc, avec des professeurs de sport très qualifiés. Oui, On a de la connaissance. Maintenant, on a de la connaissance sur des sports très connus. L'athlétisme, le judo, le le volet. football. Mhm. Le MMA, c'est très récent. Oui, Et donc, cette spécificité-là, si on pouvait la téléporter et la mettre à la disposition des petits jeunes, on aurait encore beaucoup plus de fruits. oui, Faut penser, au lieu de donner de produits des fruits, je pense à des champions comme Thierry Kamwa Soukoudjou, que beaucoup de frères camerounais ne connaissent pas, mais qui était l'un des premiers champions des MMA camerounais qui a combattu à l'UFC au Pride. Je parle de Donald Parfait, qui a combattu en Russie, qui vit maintenant ici en France, que j'ai entraîné, que j'ai managé. Thierry Camois, c'est pareil, il a été à l'équipe du Cameroun de judo, il est arrivé aux États-Unis, je l'ai entraîné, je l'ai managé, on est restés très amis. Il y a Bignon, Simon Bignon, qui combat, euh, il vit en Italie, il combat au Bellator, qui est un très bon combattant. Un peu partout à travers le monde, de très bons combattants des MMA qui ont représenté le Cameroun. Francis Ngannou étant la locomotive. oui. Il faudrait penser à planter beaucoup plus d'arbres. Mhm. Ce que j'appelle des arbres, c'est construire des entraîneurs qui peuvent produire des fruits comme des Francis Ngannou et des Thierry Kamwasukujo. C'est ce que Oui, j'essaie de dire. C'est que des fois, on focalise trop sur le fruit, mais il faut penser à planter des arbres pour que ces absolument. arbres-là donnent encore d'autres fruits. Et c'est le parti que j'ai pris. Le parti que j'ai pris, c'est celui-là d'essayer de développer au maximum l'OMMA dans la sous-région. Mhm. C'est pour ça que j'ai choisi le Sénégal comme étant le premier pays où on est allé faire l'organisation ARES. Et puis voilà, et ce développement continue puisque de manière générale, ARES étant une organisation de MMA afro-européenne, même si le Covid a réduit les déplacements de notre organisation, on continue à inviter des personnes de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique centrale à venir faire des compétitions sur Arès à Paris. Mhm. Ça permet de développer l'image, ça permet, on est en train de négocier un contrat avec Canal Plus Afrique pour que ces jeunes-là qui viennent combattre chez nous aient un suivi, que leur combat soit documenté
Oui. qu'on puisse avoir une mise en avant, une exposition de ces jeunes pour qu'on puisse développer le MMA en Afrique. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Et je sais aussi que vous avez bientôt un combat très important que vous préparez. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce combat-là? J'ai même trois combats bientôt que je prépare, mais le Mhm. plus important étant celui de Cyril Gane qui va affronter Tai Tuivasa. L'UFC a construit autour de Cyril Gane à Paris le premier événement des MMA sur le territoire français. Je, je, je le dis et j'ai envie de me pincer parce que c'est un rêve. C'est que Wow. quand je suis arrivé dans l'OMMA en France, quand j'ai découvert l'OMMA, l'OMMA était quelque chose de tellement exotique et tellement rare, on n'en parlait pas du tout sur les grands milieux en France. On a commencé le lobbying sur l'OMMA à un moment donné et dans mes rêves, c'était un jour de voir que ma fille ou mon fils puisse faire du MMA sur le territoire français. Puisque nous qui vivons à Paris, on va toujours combattre à Ailleurs. l'étranger, en Mhm. Europe. Moi ma petite carrière d'MMA, j'ai combattu en Hollande, Amsterdam, j'ai combattu en Russie, j'ai combattu à Abu Dhabi, j'ai combattu en Allemagne, j'ai combattu un peu partout, mais, mais pas sur. Je n'ai pas connu l'OMMA en France. En tout cas, pas le vrai MMA avec les frappes au sol et une cage. Du coup, pour la première fois sur le territoire français, il y aura un gros événement de MMA où vont participer trois de mes élèves, Cyril Gann, Nassoudine Imavov et Taylor Lapillus. Cet événement, les 20 000 places se sont vendues en moins de 10 minutes. Extraordinaire. Sold out. On a Wow. annoncé la vente des places en moins de 10 minutes, tout était vendu. Donc, pour moi, c'est un rêve de savoir que ma salle de sport se situe à Paris dans le 12e arrondissement et que, à pied, en 10 minutes, je suis dans la salle de Bercy où on aura 20 000 personnes qui vont regarder mes élèves combattre et puis trois autres Français. Voilà, c'est un plaisir, c'est un honneur encore une fois de plus. Et donc, Tai Tuivasa, c'est un adversaire extrêmement dangereux. C'est un Néo-Zélandais qui est classé troisième mondial. Euh, Francis Ngannou est classé premier. Cyril Gane est classé deuxième. Tai Tuivasa est troisième. Et donc, le premier et le deuxième vont s'affronter. On a dû déplacer le camp d'entraînement pendant quelques jours, pendant une quinzaine de jours, parce que, comme vous le savez, on est en plein été. Tout à En fait. été, en été, j'ai une famille. La famille a besoin de vacances. Tout à fait. Sirigan a une famille qui a besoin de vacances. Et donc, on a déplacé nos familles, on les a amenées en vacances dans une petite île quelque part où on a continué à s'entraîner, mais combiné la famille, les enfants et puis l'entraînement. On est revenu, on est rentré là et on est reparti, on est replongé plus profondément dans la dernière ligne droite de la préparation. Nous sommes rendus à une dizaine de jours du combat et on attend ce moment avec impatience. Et moi donc, moi je vais croiser les doigts, je vais croiser les orteils pour que notre écurie soit gagnante, hein. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date exacte pour nos éditeurs, la date du combat, la date de l'événement? Le combat de l'UFC, c'est le 3 septembre à Bercy. Oui. Malheureusement, vous n'avez plus de place. Les places ont toutes été vendues. Cependant, Mhm. cependant, Mhm. la veille de l'UFC, il y a l'événement Ares qui a encore quelques places. Donc, pour ceux qui sont présents en France et qui n'ont pas eu les places de l'UFC, en achetant une place Ares, vous avez peut-être une chance de tomber sur une place qui est combinée avec une place de l'UFC offerte. Il faut savoir que les places de l'UFC aujourd'hui sont pour les plus basses à 1300 euros. Voilà, vous avez, pour ceux qui veulent faire le week-end sur Paris,
le jeudi 1er septembre, la pesée pour Ares. Le lendemain, le vendredi, vous avez la pesée de l'UFC et en soirée, le combat de l'organisation Ares. Le lendemain, vous allez manger, vous allez vous balader sur les Champs-Élysées, vous regardez la Tour Eiffel. Le soir, vous allez à Bercy et vous terminez votre week-end avec le plus gros événement de MMA jamais organisé sur le L'apothéose. territoire français, l'apothéose de l'UFC avec en main event France Cyril Gane contre Tai Tuivasa. Très bien, super. On est arrivé à la fin de notre entretien. Je dois dire malheureusement, hein, parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je serai de retour. Il y a aucun, il y a pas de souci. Il y a pas une fois sans deux. Et donc, je reviendrai certainement. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je me rendrai disponible à chaque fois que je serai invité. Mais je vous remercie du fond du cœur. Je rappelle le titre de votre livre et j'invite tous ceux qui nous écoutent à l'acheter parce qu'il est passionnant. On se plonge vraiment dans l'atmosphère du MMA. Donc, il est intéressant aussi pour ceux qui aiment ce sport-là, qui le connaissent déjà, parce que vous allez retrouver les codes, les langages, le vocabulaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une très belle découverte. Donc, je rappelle le titre qui est Training Camp dans les secrets du combat des titans. Merci Fernand Lopez. Merci à vous. Puis, je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.